Eh bien, j'ai fait une carrière en astronomie. J'ai commencé il y a très longtemps, en 1954. Vous voyez, j'étais étudiant, j'ai commencé à faire l'astronomie en 1954. Et puis, j'ai pris ma retraite en 1999. Et depuis ce temps-là, je fais des conférences, je monte des expositions, je fais de l'histoire de l'astronomie, tout ça lié à l'astronomie, si vous voulez. Eh bien, on n'observe plus à l'Observatoire de Paris parce que le ciel parisien est devenu tellement lumineux à cause et qu'on ne peut plus rien faire en fait. Donc les astronomes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils allaient observer dans des observatoires lointains, hein, par exemple à Hawaï ou à l'Observatoire européen austral au Chili. Aussi en radioastronomie pour l'étude des ondes radio du ciel. On a un observatoire aussi en France, au pic de Bure, qui est près de Gap, au plateau de Bure, pardon, qui est près de Gap, et puis un autre sur la Sierra Nevada en Espagne. Donc jusqu'à il y a quelques années, on y allait observer. Mais maintenant, les instruments sont devenus tellement compliqués qu'ils doivent être, ce sont des spécialistes qui doivent les faire fonctionner, et on ne va même plus observer. On donne à ces spécialistes la liste des observations qu'on veut faire, et ils les font pour vous. On est en contact avec eux par Internet, et c'est tout. Alors l'astronomie a perdu beaucoup de poésie, mais a gagné beaucoup en efficacité. Eh bien oui, ça a commencé très tôt en réalité. J'ai fait des études de physique, je n'étais pas particulièrement intéressé par l'astronomie, puis j'ai dû faire un stage. Vous voyez, en 1954, on faisait un stage d'une année de recherche. Et là, je me suis promené au laboratoire de physique de l'École normale supérieure et j'ai trouvé un groupe qui venait se constituer depuis quelques années dans une discipline totalement nouvelle qu'on appelle la radioastronomie. C'est l'étude radio des émissions des corps célestes. Alors ça m'a passionné, et je suis entré dans cette équipe et que je n'ai plus jamais quittée par la suite, si vous voulez. Alors, il y a la personnalité principale, qui était mon directeur de thèse, c'est Jean-François Denis, qui est mort il y a quelques années à l'âge de 99 ans d'ailleurs, et qui était une forte personnalité. Il a d'ailleurs été directeur de cet observatoire pendant quelque temps. Ça, c'est très facile. C'est très facile de répondre à cette question. Beaucoup sont liés à l'Observatoire de Paris, et l'Observatoire de Paris a été fondé il y a 350 ans exactement. C'est le plus ancien observatoire qui soit en service continu depuis sa fondation, si vous voulez. Alors, dès que Louis XIV et Colbert ont décidé de fonder l'Observatoire, on a cherché un peu partout des astronomes de renom pour venir le diriger, si vous voulez. Et celui qui a été trouvé, c'est Jean-Dominique Cassini, qui était un Italien. Il s'appelait Giovanni Domenico, et il s'est francisé son prénom en Jean-Dominique, et c'était un très grand astronome. Alors, c'était un observateur hors pair. Il avait une acuité visuelle certainement exceptionnelle. Il a découvert 4 satellites de Saturne. Il a découvert la rotation de Jupiter sur lui-même. Il a vu d'ailleurs que Jupiter ne tournait pas comme un corps solide. Et ça a beaucoup étonné les gens, si vous voulez. Il a fait tout un tas de découvertes exceptionnelles, et en particulier une découverte qu'il a faite avec un jeune astronome danois de l'époque qui s'appelait Rømer, c'est la découverte de la vitesse finie de la lumière. C'était en 1676. Bon, ensuite, il y a eu 4 Cassini qui se sont succédés de père en fils jusqu'à la Révolution.
et ils se sont surtout occupés de mesures de la Terre, si vous voulez, ce qu'on appelle la géodésie. Et donc ils n'ont pas fait énormément d'astronomie après le premier Cassini, si vous voulez. Alors ensuite, vous avez eu Arago. Arago était une sorte de savant universel, il était physicien, il était astronome, il a eu un rôle politique important, il a même dirigé la France pendant 7 semaines en 1848, après la Révolution de 1848. Donc c'est un personnage foisonnant, extrêmement intéressant, sur lequel j'ai écrit un livre. D'ailleurs, ce personnage m'a toujours fasciné. Et il est très important parce qu'en quelque sorte, c'est le créateur de l'astrophysique. C'est le premier qui a montré, qui a réussi à montrer quelque chose sur la nature des objets célestes. En l'occurrence, le Soleil et les étoiles, il a montré qu'ils étaient faits d'un gaz lumineux, gaz très chaud lumineux, et pas d'un solide ou d'un liquide comme on le pensait avant. Ça, c'était en 1810. Et c'est une découverte très importante qui a été un petit peu oubliée par la suite. On a attribué le commencement de l'astrophysique à des périodes beaucoup plus tardives, mais en fait, c'est Arago qui a vraiment montré pour la première fois démontré pour la première fois la nature d'un objet céleste. Voilà. Alors ensuite, vous avez Le Verrier. Alors Le Verrier, c'était l'ennemi d'Arago, et c'est un personnage insupportable, mais génial néanmoins. Alors il avait découvert Neptune en 1846, mais ça, c'était pas à l'Observatoire. Il n'était pas à l'Observatoire de Paris, et il est venu diriger l'Observatoire en 1854 d'une main de fer, un peu trop dictatoriale, faut dire, mais c'était un grand astronome qui était spécialisé en mécanique céleste. Il étudiait le mouvement des planètes, et il a fait la première théorie complète du mouvement des planètes dans le système solaire. Et là, il a trouvé une anomalie dans le mouvement de Mercure qu'il n'a pas réussi à expliquer, qui a été expliquée par Einstein beaucoup plus tard, et qui est à l'origine, qui est la première, si vous voulez, démonstration de la validité de la relativité générale d'Einstein. Donc c'est très important, c'est très important. Le Verrier avait des relations avec Flammarion ? Le Verrier avait de mauvaises relations avec Flammarion, parce que Flammarion, à vrai dire, il était assez dilettante, il ne travaillait pas. Ce qui l'intéressait, c'était d'écrire des livres, et pendant qu'il était censé travailler pour l'Observatoire, il écrivait La pluralité des mondes habités, et il s'est fait virer. Mais en vrai dire, c'était un peu mérité. D'accord. Parce que dans le grand public, dans l'imaginaire collectif, Flammarion est considéré comme un véritable astronome. Or, quand on s'y intéresse et on creuse un peu plus... Oui, Flammarion, c'était un dilettante. C'était un grand amateur d'astronomie qui avait des talents, de vulgarisation remarquables. C'était d'un meilleur... Mais il y en a un qui était encore meilleur, c'était Arago. Et Arago a écrit une astronomie populaire en 4 livres, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est, à mon avis, meilleur que l'astronomie populaire de Flammarion. Flammarion lui a emprunté le titre, il a écrit autre chose, c'est très bien fait, mais ça va moins loin qu'Arago. Oui. Le Verrier, on a eu des personnalités moins spectaculaires, si vous voulez. Il y a eu Maurice Levy, qui était un grand astronome, qui a fait des magnifiques photographies de la Lune. Ça, c'était aux alentours de 1900. Et puis, l'Observatoire a un peu périclité au XXe siècle, jusqu'à ce qu'il soit remonté par André Danjon. André Danjon, c'est le directeur qui était venu juste après la guerre, la dernière guerre, en 1945, et il a vraiment complètement remonté l'astronomie française. C'était un personnage très charismatique, assez dictatorial, mais je pense qu'il le fallait à cette époque-là, parce que tout était désorganisé. Il a complètement réorganisé l'astronomie. Lorsque vous énoncez, vous employez le terme dictatorial, il faut comprendre des directives ils sont très dirigistes. Oui. Très dirigistes. Non, mais c'est dans le bon sens, si vous voulez. Il y a des dictateurs éclairés, puis il y en a d'autres, comme Le Verrier, qui sont un peu moins éclairés. Voilà. Mais il le fallait à cette époque-là, parce que tout était désorganisé, il fallait tout remonter pratiquement à partir de zéro. Et pas seulement à Paris, mais dans toute la France.
Alors, pour les professionnels sont bien organisés. Ils ont des sociétés, des sociétés françaises, internationales, etc. Alors, pour le grand public, les sociétés savantes, ben, ce sont nos interlocuteurs. C'est par eux que transite la connaissance, si vous voulez. Nous ne sommes pas particulièrement doués pour transmettre ce que nous savons, ce que nous découvrons au grand public. Il faut des intermédiaires. Alors, les intermédiaires, ce sont les journalistes, hein, mais ce sont aussi et surtout d'ailleurs les sociétés savantes, d'amateurs. On va leur présenter ce qu'on fait et eux, ils sont capables de diffuser ces connaissances parmi leurs membres. Donc c'est très important, c'est très important. D'ailleurs, l'amateur d'astronomie a beaucoup changé ces dernières années. Maintenant, les amateurs sont munis d'instruments très performants, ça coûte plus très cher, ils peuvent s'offrir des magnifiques instruments et ils participent réellement à la recherche scientifique dans certains domaines, si vous voulez. Donc les liens entre les professionnels et les astronomes professionnels et les amateurs se sont beaucoup resserrés ces dernières années. Une sorte de désintérêt général pour la science, parce qu'on a rendu Il est vrai que la science fait du bien et du mal, mais c'est pas de la faute des scientifiques, c'est de la faute de ce qu'on en fait, si vous voulez. L'astronomie est un petit peu à part, parce que c'est une science qui, finalement, ne sert pas à grand-chose dans la vie courante. L'astronomie répond à un besoin de connaissance de l'homme, mais c'est tout. Bon, il y a quelques applications pratiques qui ne sont pas négligeables, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc l'astronomie, c'est une question de curiosité. On a envie de savoir comment le ciel fonctionne, s'il y a d'autres planètes, s'il y a de la vie sur les autres planètes. Tout ça c'est des questions fondamentales que l'homme se pose depuis toujours et auxquelles on essaye de répondre, tant bien que mal, parce que c'est difficile quelquefois. Bon, donc, si on veut... Bon, il y a deux possibilités. Ou on s'intéresse à l'astronomie en tant que loisir, dans ses loisirs, et là, à ce moment-là, il faut rejoindre une de ces sociétés savantes comme la vôtre, et c'est là que vous pourrez vous épanouir et acquérir vos connaissances. Vous pouvez aussi acheter des livres qui sont d'un niveau variable, ça dépend où vous en êtes. Si vous voulez être professionnel, ça c'est une autre affaire. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup de jeunes étudiants veulent faire de l'astronomie. C'est quoi? C'est du genre 120 docteurs en astrophysique qui sortent chaque année et 10 élus, quoi. C'est pas énorme, et parce que le nombre de postes est limité, et il n'y a pas beaucoup de création de postes, donc les postes peuvent être occupés au fur et à mesure qu'ils se libèrent, mais le nombre est assez stable. Hein. C'est effectivement de l'ordre d'une centaine pour l'astronomie française par an, hein. C'est pas beaucoup. Alors encore, je crois que c'est optimiste. Non, c'est beaucoup moins que ça, en fait. C'est beaucoup moins que ça. C'est quelques dizaines, je ne saurais pas vous dire un nombre. Oui, enfin, les postes qui sont créés par année, quoi. Les postes qui sont libérés, qui sont libérés chaque année. Alors, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez des postes CNRS où on fait de la recherche à temps plein. Vous avez des postes astronomes où il y a des fonctions d'enseignement ou de services qui sont assez importantes. Et puis vous avez les postes dans l'université, assistants, enseignants, professeurs, etc. Alors, si on met tout ça ensemble, ça fait moins d'une centaine, c'est quelques dizaines. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des études de physique. Il faut passer par la physique. Et si vous avez réussi une licence puis une maîtrise de physique, et même un doctorat en physique, vous n'aurez vous serez bien placé pour avoir un de ces postes d'astronomie. Et si ça ne marche pas, vous avez toujours la ressource de vous orienter vers d'autres domaines. Par exemple, il y a des domaines qui sont très voisins de l'astronomie, la climatologie qui est en plein développement. Vous avez aussi tout ce qui est spatial, qui n'est pas forcément astronomique. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de débouchés. Il y a aussi d'autres débouchés sur l'imagerie, même l'imagerie médicale, qui est très liée à ce que nous faisons
ce que nous faisons en imagerie astronomique. Donc il y a beaucoup de possibilités. Bon, il y a aussi des enseignements d'astronomie, c'est bien de les suivre quand on en a envie, mais ce n'est pas absolument indispensable. Moi personnellement, j'ai jamais suivi d'enseignement d'astronomie, je l'ai appris sur le tas, c'est tout à fait possible, mais j'ai des bases de physique, si vous voulez, des bases de physique qui sont nécessaires à la compréhension de l'astronomie. Alors on peut y venir par les mathématiques, c'est ce qui se faisait autrefois, mais là c'est quand même plus limité. Disons, c'est la mécanique céleste. Et la mécanique céleste est un peu sortie d'ailleurs du giron des astronomes. Si vous voulez, les gens qui calculent les orbites des sondes, etc., c'est pas des astronomes, c'est des gens qui sont dans les centres spatiaux. Hein. Voilà. Mais il y a quelques débouchés, mais c'est pas énorme par les mathématiques.